J'enregistre pour mes notes Bien parce sûr. que on va placer un extrait d'entrevue en écrit, mais on va mettre le vidéo en ligne. Mhm. Alors, bonjour M. Caron, Bonjour. ça va bien? Très bien. Bon, merveilleux. Monsieur Caron, dernièrement, vous avez tracé le bilan de votre première année complète. Alors, ma première question était de quoi êtes-vous le plus fier depuis votre arrivée à la mairie? Je suis fier de plusieurs choses. Je suis fier en fait de l'harmonie qui règne au conseil municipal. Je pense que c'était quelque chose qui était important. J'ai un excellent conseil municipal. On n'est pas toujours tous d'accord, évidemment. C'est une bonne chose, hein. Mais je pense qu'on travaille dans la même direction. On a des débats qui sont rigoureux parfois, mais qui nous donnent vraiment l'ensemble de tout ce qu'on a besoin de connaître au sujet des dossiers. L'appareil municipal est excellent aussi. Ça, c'était ma grande réalisation dans notre première journée, c'est de voir la qualité des gens qui travaillent à la ville de Rimouski. On n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez, mais au niveau de la direction générale de la mairie, mais de tous les services de la ville avec lesquels j'ai eu affaire, ça a été, je dirais, une belle surprise pour moi parce que je ne les connaissais pas tant que ça. Enrichissant. Enrichissant, oui. Et je dirais aussi que le fait que l'appareil municipal, en gros, se rallie vraiment aux objectifs du conseil municipal tels qu'ils sont définis, c'est quelque chose dont je suis fier aussi. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir travailler dans la même direction. Quand j'ai été élu, on a eu une des premières décisions qu'on a eu à prendre, ça a été d'embaucher un nouveau directeur général, puisque le précédent, Claude Périnel, a pris sa retraite. C'est vraiment important. La relation entre le maire et la direction générale est extrêmement importante, puis la complémentarité s'est faite dès le départ. Alors, Si vous le permettez, M. Caron, on va reparler de la fonction publique oui, bien rimouskoise sûr. à la fin de l'entrevue parce que j'ai une question là-dessus pour Oui, vous aussi. parfait. Mais si on vient au bilan de votre première année, est-ce qu'il y avait une chose qui vous avait déçu en particulier? Évidemment, les problèmes au niveau du logement et particulièrement des deux grands projets qu'on espérait voir rouler, comme le groupe Paris et celui du groupe Sélection. Des éléments externes, extérieurs, entre autres la conjoncture économique, qui font en sorte que les projets sont retardés. Pour le groupe Fari, j'avais parlé d'une offre d'achat qui était prolongée jusqu'au mois de mars, mais c'est en fait au mois de juin. OK. Alors donc, on espère que le projet va se mettre en branle d'ici là, parce que l'option d'achat a été protégée, a été conservée par le groupe Fari. Pour le groupe Sélection, on sait que la restructuration suit son cours présentement. Si la restructuration fonctionne bien, on pourrait voir effectivement un projet qui va de l'avant. On va voir ce qui va se passer dans ce niveau-là. On suit le dossier avec attention. Comment est-ce que vous évaluez la qualité de vos relations avec les autres élus du conseil, mais aussi avec les élus de la région en général? Dans tous les cas, c'est très positif. Au niveau du conseil municipal, je pense qu'on travaille tous dans la même direction. Encore une fois, avec des débats qui sont très simples, qui viennent de différentes perspectives. Au niveau de la région, bien évidemment, je connais les élus de la région avec mon implication à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. Elle est excellente également. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que j'ai vécu, ayant grandi à Rimouski, puis suivant Rimouski également quand j'étais à l'extérieur, un peu de loin, il y a toujours eu des luttes de clochers dans la région. Souvent Rimouski, Matane, Rivière-du-Loup. Oui. C'est pas le cas là. Je travaille très bien avec Eddie Métivier de Matane. On siège tous les deux, entre autres, au conseil d'administration de la région intermunicipale de l'aéroport. Avec Mario Bastier à Rivière-du-Loup, c'est la bonne entente également. Avec l'ensemble des maires, on a vraiment une belle relation, donc on s'en va de l'avant. Avec les députés et Avec ministres. avec les députés ministres également, j'ai Oui. beaucoup travaillé avec Maxime Blanchette-Jonca sur le dossier du Théâtre du Bic, entre autres, hein, Oui. qui a finalement vu sa résolution avec la subvention accordée qu'on attendait depuis un an, Oui. qui a finalement été accordée avec Maïté Blanchet-Vézina. C'est une bonne relation. On travaille beaucoup, entre autres, sur le dossier de Servillage présentement. Alors, ça va très bien de ce côté-là. Puis, je pourrais même dire qu'au niveau des élus québécois, ça va très bien, puisque je siège également sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'ai commencé à forger des liens, particulièrement avec les villes qui sont dans la même situation que Rimouski, des cités régionales, comme Granby, comme Nos fameuses villes comparables. Effectivement, Victoriaville, Saint-Hyacinthe. Donc, ce sont des villes avec lesquelles on a beaucoup d'affinités. Mais d'autres comme Thetford Mines, j'ai eu la chance de parler avec Bruno Marchand, Valérie Plante également. Alors, je pense que le travail de connexion, de liaison, c'est bien fait aussi au niveau du Québec. Ça peut être intéressant d'échanger des informations avec les villes de même taille pour des services, exemple, qu'on a pensé mettre à un endroit ou à l'autre. C'est-tu dans cette perspective? Ben, il y a ça, effectivement. Il y a des grands enjeux aussi sur lesquels il faut travailler. Entre autres, j'essaie de travailler sur la relance du comité maritime, hein, Ouais. qui va traiter différents enjeux. Puis là, c'est pas juste des enjeux de l'industrie maritime, même si
ça l'implique. On a l'économie bleue, pour laquelle on espère d'avoir une zone d'innovation, pour laquelle Rimouski est bien positionné, mais on travaille beaucoup avec d'autres villes qui ont des ports sur le Saint-Laurent ou sur la rivière Saguenay, donc ça serait bien de pouvoir avoir un comité maritime qui existait auparavant. Des enjeux qui sont importants aussi, comme la protection du littoral qui pourrait être adressé, des enjeux comme la décarbonation de l'industrie et autres. On voit que l'environnement commence à préoccuper de plus en plus les villes. Hein? De plus en plus, tout à fait. Tout à fait. On est au sortir de la COP 15. Il y a des enjeux au niveau de la biodiversité qui vont commencer à se poser pour les municipalités. Je suis sûr qu'on va revenir sur cette question-là, mais éventuellement, il va falloir commencer à penser aussi à la fiscalité des municipalités parce que c'est pas facile ces temps-ci pour les villes de pouvoir avoir un financement qui soit diversifié. Ça m'amène à ma question suivante, justement. Tout à l'heure, on a évoqué votre passé de député fédéral. Est-ce qu'il y a des acquis de votre passé de député qui sont très utiles dans votre travail de maire? Je dirais que présentement, celui que je vois le plus, c'est au niveau du port. J'avais beaucoup travaillé pour la rétrocession La Marina. La Marina appartient maintenant à la ville de Rimouski, mais gérée par la corporation La Marina. Et la jetée ouest, qui est un autre dossier pour lequel on avait demandé à ce que Québec en prenne charge. Au bout du compte, quand Ottawa s'en est délesté, Québec en a pris charge, mais un peu tard parce que la jetée ouest est pratiquement finie. Donc, là où j'ai pu travailler, c'est avec la nouvelle PDG de la Société des ports pour éventuellement avoir une subvention, un lien pour l'aménagement de la jetée ouest. Alors, l'arrochement, mais l'aménagement, qui est très bien reçu par les Rimouskois et Rimouskoises. Parce que vous nous dites, oui, justement, que vous avez beaucoup travaillé le dossier à l'époque où vous étiez député, donc vous maîtrisez votre dossier du port. Ouais. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce qui va être bon pour Rimouski avec le projet qui est retenu? En fait, il faut le voir vraiment à plus grande échelle, parce que on parle du port de Rimouski, mais là, la société, c'est 4 ports. C'est Tacuna, c'est Rimouski, c'est Matane, c'est Gaspé. Donc, les gens qui voient Rimouski comme on doit avoir un port industriel ou un port commercial, parce qu'on l'avait, ça s'est développé comme ça, c'est plus la réalité aujourd'hui. Le port commercial, en termes de tonnage, c'est Matane. Ça a été Matane depuis bien longtemps. Comme port industriel, c'est plus Kakuna. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Donc, où est-ce que Rimouski trouve sa spécificité? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vocation commerciale. Il y en a toujours une. Elle n'est pas aussi importante que Matane. Là où on peut avoir une vocation plus intéressante sur le point de vue touristique, on a la marina. On peut, puis on garde la possibilité d'avoir des croisières éventuellement à Rimouski également. Donc ça, c'est quelque chose qui présentement se travaille. Mais il y a aussi la vocation institutionnelle. Au niveau de la recherche, c'est un port d'attache important pour non seulement le Coriolis, mais tous les navires qui viennent accoster de la part de nos partenaires à l'international au niveau de la recherche. Donc, on a vraiment beaucoup de potentiel à ce niveau-là, mais c'est un potentiel en complément avec l'ensemble de ce que les 3 autres ports ont à offrir aussi. Le port de Rimouski ne deviendra pas juste une grande promenade. Ah non, vraiment pas. Ça, c'est la jetée ouest. Il faut comprendre que la jetée ouest, il fallait prendre une décision. On aurait pu tenter, puis attendre et tenter de pouvoir le retaper pour une vocation commerciale et ou industrielle, mais ça aurait pris au minimum 120 millions. Et de plus en plus d'argent pour le retaper. Alors que là, on avait la possibilité d'avoir une enveloppe de 40 millions pour en faire l'aménagement. Il faut aussi comprendre que l'autre jetée, celle qui sépare la portion commerciale de la marina, la jetée est, n'est pas encore utilisée à sa pleine capacité. Donc, il y a encore un potentiel de développement de la jetée est. Donc, c'est difficile de pouvoir convaincre le gouvernement de mettre 120 millions sur la jetée ouest quand la jetée est n'est pas encore utilisée à tout son plein potentiel. On attendait des nouvelles pour le traversier. On attend encore des nouvelles pour le traversier. Ça va très bien. On est en contact avec la SOPER qui négocie avec l'opérateur présentement pour tenter d'en arriver à un contrat. Moi et Mme Antille, la mairesse de Floresville, on est sur le dossier. Puis on sait qu'il va y avoir un service durant l'été. Ça, c'est clair. La question, c'est quand on va pouvoir l'annoncer. J'ai bien hâte aussi de pouvoir le faire. Parfait. Évidemment, on parlait du budget tout à l'heure avant de commencer l'entrevue. Le contexte économique est difficile. Ouais. Qu'est-ce qui devrait nous aider à rester optimistes, là? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une morosité dans l'air. Moi, j'ai beaucoup d'optimisme, en fait. Il y a peut-être une morosité apparente, mais c'est pas facile après 2-3 ans de pandémie, confinement, incertitude. Les gens sont encore malades, c'est encore aux alentours, c'est pas fini. On a des gens qui sont malades, soit de la COVID ou de la grippe ou de la 3e infection pulmonaire. Donc, on essaie de passer à travers. Puis, je pense que ça a eu un impact sur la psychologie en général de toutes les communautés. Rimouski n'est pas seul là-dedans. D'un côté, on essaie de donner espoir, on essaie d'avoir des projets porteurs pour l'avenir.
On parle du budget, c'est quand même pas rien d'avoir réussi à avoir deux budgets en bas de l'inflation. L'an passé, on a eu un budget à 2,97% d'augmentation, l'inflation allait être au-dessus de 5%. Là, on a un budget à 3,6% d'augmentation et l'inflation était à 6,9%. Donc, pratiquement dans les deux cas, 2 à 3% de moins que l'inflation. C'est pas rien. Dans un contexte incertain où effectivement on a eu une modification du rôle d'évaluation. Mais là, si j'avais à qualifier par rapport au budget, par rapport à ce qui a été accompli 2022, c'est vraiment une année de préparation. Il y a beaucoup de choses qui ont été préparées en 2022 pour lesquelles on va voir les résultats en 2023 et 2024. Il y a des choses qui ont été réalisées, mais d'autres en préparation. Je parle entre autres du plan de lutte à la pénurie de logements, qui va être annoncé vraisemblablement en janvier, qui se trouve présentement devant le conseil municipal pour considération. Rimouski 2030, c'était un autre élément qui était important pour mettre de l'avant. On espère avoir des résultats au niveau du traversier, on en a parlé, de la zone d'innovation pour laquelle la SOPER et Flo et le Varium sont extrêmement actifs. On pourra avoir des résultats positifs par rapport à ça. On travaille également une refonte des comités pour revoir le mode de fonctionnement et la vocation du conseil municipal dans son ensemble, dans l'ensemble des dossiers. C'est pas un petit dossier, mais ça va être important pour le futur. Ça paraît procédural, mais l'implication est majeure pour le fonctionnement de la ville de Rimouski. On va mettre en branle la révision du plan d'urbanisme. On va mettre en branle la révision de la réglementation du zonage. On va avoir une politique d'éducation qui va commencer en 2024. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments que la première année a permis de pouvoir préparer et qui vont commencer à se dévoiler à partir de l'an prochain. Justement, un des gestes importants que vous avez posé, moi personnellement comme journaliste au municipal, j'ai jamais vu la ville faire autant d'interventions sur la sécurité routière. Je trouve ça assez fantastique. En passant, je vous transmets mes félicitations. Merci. Par contre, pour ce qui est de l'imitation de la vitesse, on sent beaucoup de résistance. Moi, j'habite au Bic. Toutes les fois que je m'en viens en ville, je le constate. Je demeure au Rocher Blanc, je le prends aussi. Est-ce qu'on pourrait taper sur le clou un autre coup pour faire comprendre aux gens que c'est dans l'intérêt collectif de réduire la vitesse? Puis par exemple, sur le boulevard, je me suis aperçu d'une chose, les gens ont moins de difficultés à sortir. Il y a des gens qui traversent dans le milieu de la rue, qui sont capables de passer, ils ont le temps. Alors, je vous repose ma question. On doit-tu envisager des mesures coercitives davantage ou est-ce que vous avez des moyens auxquels vous avez pensé qu'on pourrait essayer de faire comprendre un petit peu plus les gens que c'est important? Il faut revenir au début de tout ça. C'est pas, le conseil municipal ne se lève pas un matin pour dire qu'on va baisser la vitesse. Il y a tout un processus derrière et ça vient d'intervention citoyenne. Les citoyens disent ça va vraiment trop vite. On aimerait que la ville fasse quelque chose. Il y a plusieurs plaintes comme ça qui sont faites, qui sont référées au comité de circulation, qui est composé non seulement d'élus et d'employés de la ville, mais aussi de citoyens, de spécialistes de la circulation. La SQ est là aussi. Donc, le débat se passe. Et au niveau de la vitesse, il y a eu un long débat au niveau du comité avant qu'on ait une recommandation qui soit apportée au conseil municipal pour réduire la vitesse. On a nous-mêmes débattu pendant plus d'1 mois sur le sujet. Et on s'est dit, peu importe la décision qu'on va prendre, il va y avoir quelqu'un qui va être insatisfait. Puis, on a pris en considération le fait que pour la 132, le boulevard aux 5 noms, il y a 2 écoles, 2 zones scolaires. Il y en a une qui est proche de la fin d'une zone de 70. Il y a un centre-ville qui était à 70 qui est de plus en plus passant avec des aînés. On a 40 000 personnes qui vont s'en prendre de la mer à chaque année. On a le boulevard Jessup qui est très accidentogène. Alors on s'est dit, OK, on va faire le move de passer à 50. L'impact, ça paraît lent, mais l'impact d'un bout à l'autre, c'est 1 minute 45. C'est vraiment pas grand-chose. Mais là, effectivement, les gens peuvent sortir plus facilement. Les écoles, c'est beaucoup plus sécuritaire pour pouvoir traverser, parce que bien souvent, l'école d'Auteuil et l'école du Rocher, ils les traversent le midi. Les gens roulaient à 90. L'impact de ça, ça a été que les gens roulaient auparavant dans une zone de 70 à 85-90 de façon fréquente. Aujourd'hui, on va voir plus 65 à 70, ce qui est au-dessus de la limite. Mais rappelons-nous que la limite était à 70. Donc les gens respectent maintenant la limite d'autrefois. Mais pour ma question, il n'y a pas d'autres moyens envisagés. On a vu une réduction de la vitesse moyenne parce qu'on a des radars invisibles qui calculent la vitesse de 17 km/h. Donc sur le boulevard dans son ensemble. Ça a été vraiment important comme réduction. Les gens nous disent pourquoi il n'y a pas plus de surveillance policière. Il faut quand même réaliser que la Sûreté du Québec, n'a pas nécessairement tant d'effectifs. Ils sont dévoués pour l'ensemble de la MRC, non pas juste la ville de Rimouski. Et on n'a pas de contrôle là-dessus, vu que c'est la Sûreté du Québec. Leur boss, c'est la sécurité publique. C'est pas la ville de Rimouski. On fait des demandes. C'est pas dire qu'elles vont être acceptées. Donc, on a des rencontres avec la SQ, mais évidemment, on nous dit c'est le fun de la sécurité routière, on voudrait bien pouvoir faire quelque chose, mais il y a telle autre priorité qui nous est donnée par Québec. Mais vous me dites quand même que ça a donné un résultat au bout. Ça a donné un résultat au bout. Puis là, ce qu'on explore comme possibilité, c'est aussi, parce qu'on parle souvent des radars photo,
faut comprendre qu'il y a un moratoire au Québec. C'est Québec, la sécurité publique ou le ministère des Transports qui règle ça, mais il n'y a plus d'autorisation pour les villes d'en mettre. Ça va nous prendre l'autorisation. Il va falloir qu'on relance le dossier. Puis d'ailleurs, je l'ai fait inscrire à l'agenda de la prochaine rencontre de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ, qui va avoir lieu en janvier. Parfait. Et vous avez dit, on va revenir aux employés. Oui. Évidemment, vous avez pris connaissance d'un article qu'on avait écrit, qu'un citoyen des Rimouski s'est donné la peine, comme on dit, de faire beaucoup de recherches. Et il estime qu'on a trop de fonctionnaires à Rimouski, mais évidemment, je suis au courant que M. Saint-Pierre, je pense, où on a eu récemment les résultats d'une étude sur l'efficacité de la fonction publique rimouskoise. Alors, je vous ouvre la porte pour m'en parler. En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on a... C'est une question que quelqu'un avait posée également par rapport à ça, c'est quand est-ce que la Ville va faire appel à des firmes externes pour venir évaluer. C'est en train d'être fait. Ça se fait depuis 5 ans présentement, service par service. Par rapport au service que la Ville donne, il y a des firmes, ça peut être Mallette, ça peut être Raymond Chabot, Grant Thornton, ce genre de firmes-là, viennent analyser le personnel et les ressources humaines des services en fonction des services qu'on offre. Voir si c'est optimal. Ils nous font des recommandations, soit pour l'élimination de postes, pour la fusion de postes, ou encore des fois pour des embauches ou une restructuration. Jusqu'ici, on a eu le service, si je ne m'abuse, d'urbanisme, permis et inspection. Travaux publics ont été faits, ressources financières ont été faits aussi. Donc, chacun des services est revu. Il y a des recommandations qui ont été appliquées dans ces services. Tout à fait. Tout à fait. Des modifications de postes qu'on voit souvent. Et d'ailleurs, c'est reflété dans les résolutions du conseil municipal lorsqu'on a la création de postes. Il n'y aura pas de résolution pour l'abolition de postes, mais lorsqu'il va y avoir des... Et même si c'était vrai qu'il y avait plus de fonctionnaires à Rimouski, les résultats sont là. Bien, les résultats sont là, mais il faut aussi comprendre que d'autres éléments aussi là-dedans. En premier lieu, ce genre d'étude-là, qui a été faite à travers les états financiers de la part de M. Roy, est tout à fait louable. Il faut quand même comprendre que nous, par exemple, un des éléments qui nous permet de contrôler le budget, c'est que le déneigement se fait par les employés. Quand vous voyez des villes, je prends Rivière-du-Loup en exemple, parce que c'est leur réalité, ils font beaucoup plus affaire à des appels d'offres pour le déneigement. Il y a moins d'employés, mais il y a moins de contrôle sur ce qui se passe. Donc, alors, on peut dire que vous êtes très satisfait. Ben oui. Et un dernier élément que j'ai mentionné, c'est qu'il y a une étude des HEC qui a été publiée en 2020 sur la rémunération municipale et sur le nombre d'employés, qui montre en fait que Rimouski est en bas de la moyenne des villes comparables pour le nombre d'employés par 1000 habitants. Donc, pour chaque 1000 habitants, on a moins d'employés que la plupart des villes qui sont en 25 et 50 000, qui est le comparable qu'ils ont utilisé. Puis, en termes d'employés par cadre, on était à peu près dans la moyenne, 5 employés par cadre. C'est la moyenne dans l'ensemble des villes. Donc, honnêtement, moi, je vais voir les résultats, mais c'est faux de dire que les employés qui tournent les pouces à Rimouski, c'est pas vrai. Au contraire, je pense qu'on a vraiment une utilisation, une optimisation maximale des employés. Parfait. Pour finir sur une bonne note, quel est votre souhait pour 2023? De pouvoir voir, ça ne sera pas le cas parce que l'évaluation se fait pour janvier, mais qu'à la fin de l'année, on puisse avoir un taux d'occupation qui soit plus élevé, de pouvoir avoir des loyers, un coût des loyers, un coût des maisons qui soit plus sous contrôle, de voir un développement harmonieux. On va avoir des grands projets en 2023. J'espère de voir réseau sélection, le groupe sélection pouvoir aller de l'avant. On devrait avoir le programme particulier d'urbanisme pour Pointe-au-Père qui va nous donner la possibilité de pouvoir créer de 800 à 1200 unités. On espère que le groupe Ferry va fonctionner. On espère que le projet de l'îlot-Sainte-Agnès va aussi voir le jour. Donc, je pense qu'il y a des grands projets résidentiels pour 2023 qui vont... Coteau, il ne faut pas l'oublier non plus, le développement sur la rue du Coteau qui se fait aussi. Si ça va bien, je pense qu'il y a un moyen de voir en chantier à peu près le quart de ce qu'on a besoin, voire même le tiers de ce qu'on a besoin pour atteindre le taux d'équilibre à Rimouski. Alors, ça sera un grand progrès, c'est ce que j'espère voir pour 2023. Parfait, parce que c'est une crise qui a des impacts à plusieurs chapitres et donc ça nous empêche aussi de recruter du personnel. C'est difficile, on n'a pas de problème de pénurie de main-d'œuvre parce qu'on ne peut plus avoir de main-d'œuvre si on ne peut pas les loger. C'est pour ça que je ne m'attaque pas, je ne parle pas beaucoup de l'immigration ou de la pénurie de main-d'œuvre parce que c'est pas que c'est pas important. C'est juste que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la pénurie de logement, on n'aura pas vraiment de solution porteuse pour la pénurie de main-d'œuvre. Parfait, merci beaucoup, M. Garand. Merci.